quand on parle de participation, on parle toujours de participation sans parler des objets sur lesquels porte la participation. Bon. Un conseil de vie sociale, je crois, dans certaines structures où les usagers de la structure doivent faire partie du conseil de vie sociale, la participation dans un projet d'aménagement d'espace public, la participation dans tel et tel autre contexte, c'est pas la même chose. Il y a bien un lien entre la participation comme modalité de construction et les objets sur lesquels elle porte. La deuxième chose qui est très frappante, c'est que on mobilise, on parle de la participation en elle-même. On fait des tas d'analyses sur la participation dissociées du contexte politique, institutionnel, organisationnel dans lequel elle se déploie. Or, on ne peut pas dissocier, puisque la participation des habitants, des usagers, se déploie nécessairement dans des interactions avec ce contexte qui, de surcroît, décide du contenu, des modalités de la participation. Et enfin, pourquoi la participation? C'est-à-dire, alors, je vais rentrer un tout petit peu dans ce débat-là, parce qu'après, je sais qu'on pourrait aller vers des choses beaucoup... On y viendra sûrement à ces questions-là. Mais pourquoi la participation? Qu'est-ce que ça peut apporter, la participation des habitants? Donc, par ailleurs, j'ai aussi noté qu'il y a des typologies qui existent sur la participation. Donc, il y a celle de Arnstein qui est revenue à la mode, qui est évoquée dans beaucoup d'ouvrages. Nous-mêmes, ça remonte maintenant très loin, dans les années 81, 82, ayant été associé à un gros programme d'expérimentation, conception usage de l'habitat, où justement, déjà, il y avait cette question de la participation. On avait proposé ces 4 modalités de distinguer information, consultation, négociation et coproduction, qui se sont diffusées d'ailleurs après. Mais nous-mêmes, je dirais aussi bien Arnstein que d'autres, que nous-mêmes, finalement, on regardait que la question de la participation. Bon, même si sur la coproduction, nous on a toujours dit qu'il vaut mieux faire une bonne information qu'une mauvaise consultation, une bonne consultation qu'une mauvaise négociation, etc. C'est-à-dire déjà stabiliser ce qu'on peut faire avant de passer l'étape au-dessus. Mais on ne peut pas réfléchir à la participation à côté de tout le reste. Et puis, donc, ce qui est apparu aussi en lien avec ce travail que j'avais fait sur les projets, c'est que on ne peut pas dissocier la question de la participation des modes de travail qui existent entre les organisations dans un projet donné et voire à l'intérieur de mêmes organisations. Parce qu'à l'intérieur de mêmes organisations, c'est pas forcément très très simple. Toujours, si on prend par exemple chez les bailleurs, les gens qui sont impliqués dans les cellules projets urbains, etc., il n'y a pas forcément beaucoup de coopération en interne avec les gestionnaires et ce qui pourrait apporter à des projets urbains. Donc, on ne peut pas dissocier la participation de toutes ces dimensions-là. Donc, j'ai essayé d'avancer sur la participation référée à des projets d'aménagement et à l'intérieur des projets d'aménagement, la question des espaces publics. C'était l'objet de User, c'est un objet sur lequel on a travaillé en faisant de la participation, et je trouve que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure dans ton introduction, sur les projets, je trouve que on ne travaille pas assez, enfin je veux dire, les espaces villes sont un impensé des politiques publiques qui ont été conduites en matière urbaine depuis des lustres. C'était un impensé, grosso modo, enfin un relatif impensé des grands ensembles. Ça n'a pas été vraiment travaillé dans les villes nouvelles. Là, de ce qu'on a vu, enfin on ne les connaît pas tous, mais de ce qu'on a vu, on a commencé à avoir dans des écoquartiers, on ne peut pas dire non plus que ce soit forcément bien travaillé. Et en fait, quand on regarde, on se rend compte que dans tous ces cas-là, il y a des formes de diktat de comment les choses doivent être et de comment les gens doivent vivre, je fais très short, qui prennent le pas sur une vraie réflexion sur quel type de
relations, d'interactions on souhaite favoriser dans un lieu et comment ces lieux, ces espaces publics vont fabriquer la perception de cet endroit. Parce que c'est ce que disait Claudine tout à l'heure, les espaces publics, ils sont fabriqués, la perception qu'on a des espaces publics, elle est fabriquée par l'aménagement de l'espace public lui-même et elle est fabriquée par tout ce qu'il y a autour. Enfin, il ne faut pas que je commence à m'égarer, mais pour vous donner un exemple, quand par exemple vous faites dans certaines villes, dans beaucoup de villes, on a aménagé le tramway ou des travaux, des transports en site propre. Là, je ne me souviens jamais des initiales. Voilà. On a aménagé, on dit ça va révolutionner les choses, donc on a aménagé très joliment souvent l'endroit où ça passe, les trottoirs autour, mais les immeubles, enfin ce qu'il y a immédiatement à proximité, n'a pas toujours été traité, ou sur certaines sections et pas sur d'autres. Et on ne se rend pas compte à quel point ça va fabriquer la perception qu'on va avoir du lieu. Donc, les espaces publics, puisqu'on parle de vivre ensemble, de cohésion sociale, etc., les espaces publics sont un enjeu fondamental de cette question de vivre ensemble, de la cohésion sociale. Parce que c'est bien là que les gens vont, qu'ils se rencontrent, qu'ils ont des pratiques, qu'ils acceptent de coexister, de partager des choses, etc. Or, la réflexion vraiment sur les espaces publics a toujours été extrêmement faible. Et à nouveau, on a la même chose sur les écoquartiers. Maintenant, c'est la trame verte. Voilà, il faut une grande trame verte. Les grands ensembles, il fallait des grands espaces pour que les gens puissent respirer, etc., etc. Et on ne réfléchit jamais en fonction des situations elles-mêmes et de ce qu'on cherche à faire dans ces situations. C'est pour ça que les espaces publics me paraissaient très, très importants. Donc, c'est l'objet, ces espaces publics, c'est de prendre en compte le contexte, c'est ça le déplacement donc, que j'opère. 1, réfléchir par rapport à un objet. 2, prendre en compte le contexte politique, institutionnel et organisationnel. Et 3, prendre en compte une première approche de la finalité de la participation. C'est-à-dire, qu'est-ce que va apporter la participation des habitants? Et donc, c'est là que j'ai eu cette idée, parce que c'est quelque chose qui était sorti dans ce travail sur les projets, la question de la pertinence. Donc, ce que j'appelle pertinence du projet, c'est la capacité d'un projet à créer une certaine qualité de vie, d'usage des espaces qui sont créés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces espaces vont répondre à des attentes, vont peut-être en générer de nouvelles, vont avoir un rôle important dans le fonctionnement d'un lieu. Et la deuxième chose, et effectivement Claudine le rappelait, c'est la question de prendre en compte leur qualité à un moment donné, mais leur qualité dans la durée, c'est-à-dire le fonctionnement futur de ces espaces, la gestion de ces espaces et l'évolutivité possible de ces espaces. Parce que ça aussi, on voit bien dans la rénovation urbaine, on a fait des espaces publics, il faudrait toujours garder, dans tous les projets, il faudrait toujours garder une enveloppe pour adapter après. Personne n'a la science infuse, personne ne peut tout faire bien tout de suite, donc si on pouvait, après on observe, on regarde, même si on a beaucoup travaillé, même si on a beaucoup réfléchi, il y a toujours un écart entre ce qu'on a imaginé et la vie d'un lieu, donc de pouvoir adapter, etc. Donc c'est ça le déplacement que j'ai proposé pour penser la question de la participation. Donc, les espaces publics, je vous en ai déjà parlé, et à partir de là, j'ai abouti à une typologie. Donc cette typologie, elle est énoncée en fonction de cette question de la pertinence des projets, de la qualité des projets. Elle n'est pas sur la participation en elle-même. Donc on va bien retrouver la consultation, la négociation, la coproduction, l'information, on va les retrouver dans la typologie. Mais ce n'est pas ça qui est l'objet même. L'objet même, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un processus, quelle place on donne aux habitants, quelle place ils peuvent avoir, et comment cela est lié à l'ensemble des acteurs présents, et comment cela va générer ou pas une amélioration de la pertinence des projets. Ça va? Je continue. Alors, il y a 4
cette typologie. Alors je dis tout de suite que c'est une typologie et que toutes les typologies sont que des typologies. C'est-à-dire, voilà, ça pose des bases, on va dire. C'est une typologie qui pourrait être plus importante et les critères aussi pour cette typologie pourraient être plus nourris. C'est une première base pour essayer de sortir d'un discours générique sur la participation. C'est une première base pour sortir d'une injonction à la participation et pour essayer de se dire finalement, là où je suis, en fonction de l'espace, en fonction des ambitions et des enjeux liés à cet espace, en fonction des habitudes de travail, en fonction de ce que souhaitent les responsables politiques, qu'est-ce que je fais? Et pas plaquer des intentions et où dans la réalité on ne fait pas et puis on constate qu'on n'a pas fait et on continue comme ça. Donc, vous allez voir la participation condition unique de pertinence des projets, la participation condition indispensable de pertinence des projets, donc ça, c'est là-dedans qu'on va retrouver la modalité coproduction. Hein. La participation condition utile, alors attendez, c'est moi. Dans le indispensable, on va avoir la coproduction qui peut correspondre à de la co-élaboration ou aller jusqu'à de la co-décision. Parce qu'on peut être dans l'un ou dans l'autre. D'accord ? Après, la participation, condition utile de pertinence des projets, c'est là qu'on va retrouver la consultation et la négociation, par rapport aux catégories que vous connaissez. Et puis, la participation, condition marginale de pertinence des projets, ça correspond plutôt à la modalité information. Est-ce que ça va ? Si vous avez des questions en cours de route ou de compréhension, vous le dites. Hein. D'accord. Donc, après, j'ai les critères. Et vous allez voir que ces critères, je n'y réponds pas dans leur totalité, mais je commence à avancer sur la question de ces critères. Donc, il y a 3 grandes catégories de critères. Il y a quelle conception on a de l'habitant, de l'usager. Est-ce qu'il est légitime ou pas dans la participation? Est-ce qu'il est compétent ou pas? Est-ce qu'il est représentatif ou pas? Donc, voilà des modalités possibles. Les responsables politiques, quelle posture ils ont par rapport à la participation? Quelle vision ils ont de ce que peuvent apporter les habitants à l'élaboration d'un projet? Quelle vision ils ont de la question des espaces publics? Donc, voilà, je vous ai mis un certain nombre de critères qui vont jouer dans le type de participation qui va pouvoir se mettre en place et dans l'ambition de cette participation. Dans les autres acteurs, il y a les services techniques, les concepteurs et tous les autres acteurs. Et les dernières rubriques de ces critères, c'est le diagnostic, parce qu'en fait, à chaque fois, ça correspond à un type de diagnostic différent. Ensuite, il y a la prise de décision. La décision dans la codécision et la décision dans l'information. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Et puis, il y a la manière dont on pense l'espace sur lequel on travaille par rapport à d'autres espaces de la ville. Donc, je vais vous expliquer rapidement, mais vous avez tout dans le document qui vous a été donné, le fonctionnement de cette typologie. La participation source unique de pertinence des projets, je ne vais pas trop m'appesantir dessus. C'est un cas, à mon avis, qu'on ne connaît pas énormément, un peu quand même. C'est un cas vers lequel on peut dériver aussi. Donc, grosso modo, sur la question de l'habitant usager, sur la légitimité, c'est l'habitant qui est légitime pour concevoir l'espace. En fait, on a une collusion entre la question du fait qu'il est utilisateur et qu'il a la science infuse pour concevoir et aménager cet espace. Ils sont censés savoir ce qu'ils veulent, les habitants, donc ils vont eux-mêmes concevoir ce qu'ils veulent. Donc c'est ça qui leur donne la légitimité. Leur légitimité, elle est construite par leur statut d'usager. Donc en fait, on est dans un univers, puisqu'on parle beaucoup d'expertise d'usage, de compétences d'usage, etc., où là,
la compétence d'usage, l'expertise d'usage suffit à elle-même. Elle est exclusive de tous les autres. Ça pose des tas de questions sur la composition de ces habitants, des groupes d'habitants. Je dirais que la question, ce n'est pas tellement la représentativité des habitants par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent, c'est leur posture. C'est-à-dire, est-ce que les habitants qui vont participer à l'élaboration de cet espace, de ce projet, ils sont dans l'acceptation des autres, dans le fait que d'autres ont envie d'autre chose. Vous le savez bien, hein, quand on fait de la participation, il y a ceux qui veulent du calme, ceux qui veulent de l'animation, il y a ceux qui veulent tout fermer, il y a ceux qui veulent que ce soit ouvert. Donc, ça renvoie à une question aussi, qui est qu'on part toujours des habitants, comme si les attentes des habitants, c'était un tout unique, cohérent et homogène. C'est absolument pas le cas. Donc, les habitants, comment dire, si les habitants conçoivent et décident tout seuls, ça pose un problème de pour qui, ça pose un problème de comment vont se faire les arbitrages et la régulation entre des attentes contradictoires, et donc ça pose un problème de qui anime, qui régule ces groupes d'habitants. Alors, ça peut être un responsable associatif, ça peut être qui a vraiment à cœur de favoriser ce travail, comme qui peut aussi souhaiter du même coup promouvoir sa propre vision des choses. Et donc ça pose clairement dans notre système institutionnel la question de l'absence du politique dans ces groupes. Quelle peut être la motivation des responsables politiques s'ils confient ça plein pouvoir finalement à des habitants? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a, moi j'en connais pas en France, des responsables politiques qui pourraient être convaincus que c'est ça qu'il faut faire, laisser complètement les habitants décider. Ça peut être aussi une forme de cynisme. Par exemple, s'il y a un grand projet et que les responsables politiques sentent qu'il y a de l'opposition forte par rapport à ce projet, ça peut être de donner un espace, octroyer un espace donné à des habitants pour qu'ils s'occupent de cet espace et que finalement ils foutent la paix en quelque sorte sur le reste du projet. Ça peut se trouver. C'est une forme de concession, on va dire. Il y a aussi le cas des budgets participatifs. Mais alors, je ne sais pas si vous pratiquez les budgets participatifs. Ça s'est pratiqué, enfin ça se pratique toujours dans certains pays d'Amérique latine. Mais dans ces pays-là, le budget participatif correspond à une absence de moyens d'intervention et de moyens tout court du politique par rapport à un certain nombre de situations où il n'y a pas de service public, il n'y a rien. Comme par exemple à Lisbonne, il y avait un des projets qui était à Lisbonne, le BIP-ZIP, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent et le politique ne peut pas assurer ses responsabilités, donc il donne un budget à des habitants et c'est les habitants qui décident de ce qu'ils vont faire. Ce qui pose plein de questions, donc celles que j'ai déjà évoquées, mais qui pose aussi après la question de la gestion. Qui va s'occuper de la gestion? Parce qu'il y a de la revendication sur la conception, mais qui s'occupe de l'espace dans la durée, à moins que ça aille vers l'autogestion. Mais après, ça pose, je vais vite, ça pose une question fondamentale, qui est celle du statut de ces espaces. On n'est plus dans des espaces publics, on est plutôt dans des espaces privatisés. Hein. Il y a un article très intéressant sur Paris, la manière dont des projets d'aménagement à Paris en ce moment, où il montre comment la démocratie, la manière dont la question de la démocratie est abordée, fait que dans des aménagements d'espaces publics, on contrarie ce qu'est un espace public par essence, surtout dans une ville comme Paris. Parce que les riverains se mobilisent pour dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas dans cet espace public. Et au lieu de concevoir un espace public qui est pour un
un grand nombre, on va dire, pour des usages variés, etc., on finit par façonner l'espace public comme si c'était un espace de proximité. Et donc, il faut faire très attention parce qu'un espace de proximité, un espace public, ce n'est pas la même chose. Je vais passer maintenant à la coproduction qui est l'exemple le plus intéressant. Enfin, le plus intéressant. Le plus difficile, on va dire. Alors, dans la coproduction ou dans la co-construction, comme disait Claudine tout à l'heure, donc je reste sur mes critères. Il y a une participation des habitants et des usagers, mais c'est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire que cette question de la légitimité, dans la coproduction, on est dans une légitimité partagée par un ensemble. C'est-à-dire qu'on reconnaît à un ensemble d'acteurs une expertise, une légitimité à apporter des éléments à la conception, voire à la décision concernant un projet. Ça veut dire que c'est une démarche, donc elle peut être, si vous voulez, elle peut être plus ou moins extensive. On peut avoir de la coproduction avec des décideurs, les services techniques des habitants, premier niveau. On peut avoir de la coproduction sur des échelles beaucoup plus vastes. On va faire participer des commerçants, les responsables des services. La question de la coproduction, elle peut se jouer à une petite échelle déjà, un premier niveau décideur élargi à des habitants, quelques acteurs clés, comme elle peut se jouer à des échelles beaucoup plus vastes. D'accord ? Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que la coproduction, ça ne se fait pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est comme dans les projets globaux intégrés, enfin, on rejoint cette question-là de ces projets. La coproduction, c'est un apprentissage. Parce que la coproduction, ça veut dire qu'on va avoir un ensemble de structures, d'organisations qui vont travailler ensemble, qui vont essayer de construire ensemble, et sauf à être dans un truc complètement formel, toutes ces réunions institutionnelles où tout est déjà décidé et chacun vient faire acte de présence, et que vous connaissez beaucoup plus et bien mieux que moi. Non, c'est vraiment des situations, la coproduction, c'est vraiment une situation de travail en commun, de co-construction. Un peu comme dans les diagnostics collectifs en marchant, quand ils sont bien faits, on a un moment comme ça de travail collectif et de production collective. Donc on n'est pas dans l'échange comme ça d'informations, on est vraiment dans essayer de construire ensemble quelque chose. Le fondement même de la coproduction, c'est que d'une part, c'est la reconnaissance de la légitimité et de l'expertise de chacun. C'est la base même de la coproduction. Et la coproduction, elle est porteuse de réflexivité. C'est-à-dire que c'est comme dans le diagnostic collectif en marchant, à partir du moment où vous êtes avec d'autres, en général, et que vous échangez avec ces autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres manières de voir le monde que la vôtre, qu'il y a d'autres manières. Quand vous prenez un espace, que vous demandez, vous mettez un ensemble de professionnels autour de cet espace et que vous leur demandez ce qu'ils pensent de cet espace, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et comment on pourrait l'améliorer, vous avez autant de points de vue, enfin, vous pouvez avoir des points de vue forts qui sortent, et après vous allez avoir autant de points de vue qui sont structurés par l'appartenance professionnelle. Donc la coproduction, c'est quoi ? C'est mettre en commun des regards, des compétences, des expertises, y compris donc celles des habitants et des usagers, pour essayer de fabriquer quelque chose ensemble. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est dans ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent l'univers des parties prenantes, un ensemble d'acteurs. Ça veut dire que les responsables politiques, là, dans ce cas-là, ils sont animés, je dirais, d'une double conviction. Ils sont animés de la conviction que la compétence des habitants, des usagers, est importante à vraiment inclure dans le processus, mais ils sont aussi convaincus que on est plus intelligent à plusieurs que tout seul.
grosso modo, si je peux résumer ça comme ça. C'est-à-dire que face à des projets complexes, eh bien, plus on est nombreux à essayer de réfléchir et de trouver des solutions, meilleures elles seront. Alors, quand même, il faut dire quelque chose, c'est que la coproduction, ça ne se fait pas pour tout. Enfin, je veux dire, il faut quand même aussi être sérieux. Ça ne peut pas être le modèle généralisé pour concevoir des projets, etc. C'est un dispositif exigeant, c'est un travail qui prend du temps, la coproduction. Donc, la coproduction, elle devrait, entre guillemets, être réservée soit à, par exemple, un espace public qui est extrêmement... il y a un enjeu extrêmement fort autour de cet espace public. Nous, quand on a travaillé à Beaubourg, sur des espaces autour de Beaubourg, il y avait un enjeu énorme de sécurité, d'image de la ville, etc., etc., de gens qui habitaient autour. Bon. Donc, là, on a fait de la coproduction. Quand vous travaillez sur un projet de renouvellement urbain, vous pourriez faire de la coproduction au moins sur les intentions générales du projet. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Parce que quand même, enfin, c'est toujours pareil, au-delà des grandes intentions généreuses, que tout le monde dit, et tout le monde, c'est la même chose partout, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer? Bon. Donc, la question de la coproduction, elle se pose, de mon point de vue, dans des situations soit extrêmement compliquées, soit où il y a une ambition extrêmement forte dans la durée, etc. Mais pas pour tout. Je veux dire, voilà. Donc, la coproduction, elle implique un cadre aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement... La volonté politique ne suffit pas. Il faut mettre en place un cadre de travail, et plus ce cadre sera connu, partagé par les acteurs, et mieux ça fonctionnera. Et donc, il est très important de bien statuer si dans la coproduction, on est au stade de la co-élaboration, ou si on est au stade, on va jusqu'à la co-décision. C'est pas la même chose. Et par rapport aux habitants qui sont impliqués dans ces processus, je dirais que la question de la représentativité, elle se pose beaucoup moins fortement. Parce que c'est un point de vue de certains habitants qui va être intégré, associé à un ensemble d'autres points de vue. Et que donc, on n'est pas dans c'est la loi divine. On est dans un point de vue parmi d'autres points de vue. Ce qu'il faut, par contre, là où il faut... Alors, je voudrais juste dire aussi quelque chose sur le rôle des concepteurs, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Bon, tout ça, c'est dans le papier, donc je vais très très vite. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas choisir n'importe quel concepteur. Si vous faites de la coproduction et que vous choisissez, excusez-moi, hein, mais un grand nom de l'architecture, enfin, à moins qu'il soit particulièrement évolué, qu'il n'ait pas un ego surdimensionné, ce qui arrive quand même très souvent, c'est pas un bon choix. C'est-à-dire que, parce que les architectes, les grands noms, ils viennent avec leur vision des choses, et ce qui s'est dit, ce qui s'est travaillé, etc., ils n'ont pas forcément, enfin, ils n'en ont pas forcément grand-chose à faire. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des architectes qui vont accepter, pareil, de mettre leurs compétences au service de l'ensemble des acteurs qui travaillent à co-élaborer. C'est-à-dire, par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait à Orly là récemment, on a élaboré différents scénarios. On avait travaillé avec les habitants, les décideurs, bon, c'est très conflictuel au début, mais après, on savait quelles étaient les 7 ou 8 intentions, les choses fondamentales pour les habitants. Il ne s'agissait pas de faire ce que voulaient les habitants, il s'agissait d'avoir identifié pour les habitants quelles étaient les 7 ou 8 intentions fondamentales pour eux dans leur manière d'habiter là, dans leur vie d'habitant dans cet endroit et dans la ville. Et donc après, on a élaboré des scénarios, et ces scénarios déclinaient ces intentions, mais de manière différente.
Vous comprenez? On avait, par exemple, sur la répartition des logements entre logements individuels, logements individuels denses, petits collectifs et grands collectifs, les scénarios qui étaient faits, ils positionnaient ces bâtiments de manière différenciée selon les scénarios. Les espaces publics, surtout, étaient traités de manière complètement différente. Il y avait un scénario où on était sur un minimum d'espaces publics et on était beaucoup sur des espaces résidentialisés, un ensemble d'espaces résidentialisés. Dans le deuxième, moins et plus d'espaces publics. Et dans le troisième, on était sur beaucoup d'espaces publics. Vous comprenez ce que je veux dire, qui est organisé. Donc à partir de là, on fait des choix. Et quand on travaille sur des scénarios, ça oblige encore à creuser qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait, par rapport au diagnostic. Mais donc ça suppose des architectes qui sont en capacité de faire ce travail de traduction de tout ce qu'ils ont entendu dans des scénarios, des propositions, et qu'après, ils puissent retravailler tout ce qu'ils ont entendu et refaire une nouvelle proposition. Donc l'architecte, lui, en quelque sorte, il apporte sa compétence, il apporte son expérience, mais il la met à disposition aussi du groupe de production, de co-conception et de co-production. Il faut que je m'arrête. Hein. Oui. On se donne un petit temps de débat. Mais... Voilà, juste, je voudrais dire un dernier mot, que je n'ai pas vu, donc là, mais ça vous connaissez mieux, consultation, négociation, etc. Ce que je voulais dire, c'est que sur la question de la décision, il faut être extrêmement clair sur la question de la décision. C'est-à-dire que dans la coproduction, si on n'est que dans de la coélaboration, il est absolument fondamental. Donc, tous ceux qui ont participé ne prennent pas part à la décision. Okay, ils ont participé à la construction, à la collaboration, mais à ce moment-là, il faut que les responsables politiques ou les décideurs en général reviennent vers ceux qui ont élaboré pour dire ce qu'ils ont décidé et pour argumenter. Argumenter, ça ne veut pas dire se justifier comme ça, mais c'est de dire, voilà, moi en tant que responsable politique, j'ai telle et telle responsabilité, et il me semble qu'en regard de ces responsabilités, c'est plutôt vers ça que nous devons aller, ou moi, ça me paraît mieux pour telle et telle raison. Mais il faut pouvoir avoir ce moment de retour et de discussion sur les options qui ont été choisies. La codécision, alors, la codécision, ça veut dire que tout le monde décide ensemble. Alors, nous, je voudrais juste en dire ce dernier mot, il y a un processus que, enfin moi j'ai appelé ça la décision itérative, enfin la décision, ce qu'on a fait à Orly finalement, c'est en faisant ça que l'on s'est rendu compte, c'est pas, il y a un moment où on élabore, il y a un moment où on décide, ou il y a un moment où on élabore et il y a un moment où on codécide ensemble. C'est un processus continu. C'est-à-dire que le travail, on ne peut pas dire qu'à un moment donné, il y a eu la décision, c'était ça. Il y a eu un processus continu d'aller-retour entre les habitants, les usagers et les décideurs en permanence. Et donc, les choses, elles étaient ajustées en permanence. Et les décideurs ont ajusté leurs intentions, tout le monde a ajusté finalement, parce que dans ce processus, on est quand même aussi dans quelque chose autour de la fabrication de compromis au sens positif du mot compromis. C'est-à-dire que personne ne peut retrouver tout ce qu'il veut dans un projet. Donc, la question fondamentale, c'est quelles sont les 4 ou 5 dimensions clés partagées par tout le monde sur un projet. Après, chacun peut porter 20 intentions, peu importe les 14 ou 15 autres, mais si les 4 ou 5 principales sur lesquelles on a travaillé, on est d'accord là-dessus, et c'est ça qu'on va faire ensemble, alors ça fonctionne bien après.